Non, mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit. En fait, le problème qui est posé pour et François Bayrou et Emmanuel Macron, c'est qu'ils sont arrivés aux manettes en 2017, d'une certaine façon, avec un logiciel politique profondément anachronique par rapport aux évolutions du monde. Un petit peu comme François Mitterrand est arrivé en 1981, de manière anachronique avec ce qui se passait dans le reste du monde occidental, qui élisait de Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Emmanuel Macron arrive en 2017 avec François Bayrou sur un logiciel justement multilatéraliste, avec l'idée que la logique de concertation entre les nations allait résoudre les problèmes et que le droit international était garant. Alors que justement, juste avant l'élection d'Emmanuel Macron, il y avait eu le Brexit, donc puis ensuite après Boris Johnson et surtout Donald Trump. Et surtout, c'est que vous avez en plus, ça c'est dans le monde occidental, mais dans le reste du monde, des pays que nous on avait appelés dans nos différents rapports des nations empires qui se réarment. La Russie de Vladimir Poutine évidemment, la Chine de Xi Jinping, ou même la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, le Brésil, ou même l'Arabie Saoudite. Ce sont des pays aujourd'hui qui contestent la domination occidentale du monde et surtout le fait que les États-Unis, depuis les années 90, étaient l'hyperpuissance et résolvaient tous les conflits dans toutes les régions du monde. Et à partir du moment où on a ce grand basculement, il faut absolument que que les pays européens, parce que l'Union européenne n'est peut-être pas le meilleur cadre pour pouvoir agir en la matière, et les différents chefs d'État, notamment en France, Emmanuel Macron, puissent prendre la mesure du sujet pour que justement la France puisse se réarmer, puisse se redresser. Mais il faut étudier ce qu'ont fait les autres pays, notamment ce qu'a fait Donald Trump aux États-Unis ou ce qu'ont fait Vladimir Poutine ou la Russie de Xi Jinping, pour voir comment ils font. Eux, ça marche parce qu'ils font un redressement de leur appareil productif, militaire, industriel, etc., donc un réarmement économique. Mais également, ils font un retour aux traditions, un retour à la puissance de leur nation. Et c'est ce vers quoi la France doit aller, ou doit tendre, pour pouvoir justement peser dans les nations, dans le concert des nations. Pardon. Alors, l'autre sujet, on reviendra. Et Mehdi. Non, mais sur cette question, il faut être très clair vis-à-vis du régime algérien. Aujourd'hui, ce n'est plus à la France de payer des réparations pour l'Algérie, mais je pense même que c'est à l'Algérie d'en payer pour la France. Pourquoi ? Parce que la France a payé la réparation par rapport à la politique de colonisation, et c'est normal, dans les années 60, 70, voire même 80. Mais aujourd'hui, vous savez, dans le droit international, il existe une disposition, notamment sur le droit environnemental, qui est que quand un pays commet des dommages sur un pays frontalier, donc par exemple, vous ouvrez une usine et ça a des impacts négatifs sur un pays frontalier, alors le pays paye des réparations pour ce pays-là. Pourquoi ce qui marche pour la politique environnementale ne pourrait pas marcher sur les questions de sécurité ou même de terrorisme ? Aujourd'hui, l'Algérie, justement en refusant de reprendre ces clandestins, nous laisse une population étrangère, algérienne, dans nos prisons qui est insupportable et qui crée énormément de délinquance pour les Français. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui 5% des prisonniers aujourd'hui en France sont algériens, alors qu'ils ne représentent que 1,2% de la population en France. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait une surreprésentation des Algériens dans les prisons françaises. Les Français payent le prix à la fois du sang, parce que c'est eux qui subissent les sévices des gens qui ont tué en France notamment, mais ils payent aussi également les frais d'incarcération de ces étrangers algériens. Ce n'est pas normal. Il faut que l'État français se fasse respecter avec tous les moyens dont on parle assez régulièrement sur la politique de visa, sur les différents transferts de fonds, etc., pour que cela cesse, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être crédible à l'international si on se fait marcher dessus par un pays comme l'Algérie. Mehdi, 2 mots, juste avant de partir en plus. Comme quoi, parfois, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas prononcer, mais en tous les cas, là, c'est très précis. Non, en effet, sur les prisons, il y a 2 sujets, en réalité, qui révèlent l'impuissance publique. Parce que les prisons, aujourd'hui, c'est l'administration quasiment qui démontre l'impuissance publique. Pourquoi ? Parce que sur la question de la réponse pénale, vous avez entre 100 et 110 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées dans notre pays. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à construire des places de prison. Et ce que fait Gérald Darmanin, c'est qu'en fait, il agit sur les 2 sujets. Le premier point, c'est effectivement d'avoir des prisons qui soient davantage des lieux de surveillance, donc sur le modèle italien ou même sur le modèle un petit peu américain, hérité de la politique de la lutte contre les drogues de Ronald Reagan, sur lequel nous on travaille. Et puis ensuite, après, sur la construction de places de prison, il y a quelque chose qui va être intéressant. Il y a 2 problèmes sur la construction de places. Un, c'est la question du financement. Là, on voit que, par exemple, c'est pas pour une construction de places, mais c'est pour renforcer la surveillance dans les prisons. Ça coûte déjà 10 millions d'euros. Par exemple, si vous appliquez le principe de réparation, dont je vous parlais, de l'Algérie qui paye
qui paye en gros les frais d'incarcération des étrangers algériens dans notre pays, ça fait 700 millions d'euros. Ça nous permettrait de payer 3500 places de prison supplémentaires. Et quand vous faites 3500 sur un quinquennat, vous arrivez à la promesse d'Emmanuel Macron. Donc si Emmanuel Macron faisait payer les frais d'incarcération à l'Algérie pour les ressortissants algériens, il aurait l'argent pour pouvoir payer ces 15 000 places de prison. Et le deuxième sujet, et ça c'est porté à l'Assemblée nationale par le groupe La Droite Républicaine, ça me paraît être quelque chose d'important, c'est que sur la construction de places de prison, il y a toujours un problème, c'est que, les normes de construction, la durée de construction est beaucoup trop longue. On a des délais de livraison entre 6, 7, 8 ans pour des places de prison. Or, on a besoin d'agir tout de suite parce que la délinquance, les Français la subissent tout de suite, maintenant, au quotidien. Et donc, il faut effectivement passer par une loi spéciale. C'était la proposition que fait la droite républicaine qui va être votée, je pense, à l'Assemblée nationale, qui me paraît être une mesure de bon sens parce qu'en fait, on va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans la construction de places en dérogeant à certaines normes qui nous empêchent. Et on voit bien que l'un des problèmes de la France, c'est son excès de normes sur un certain nombre de sujets, dont la construction de places de prison. Madi, dernier mot. Mathieu, dernier mot. Oui, non, mais je suis toujours marqué par ces associations féministes d'extrême gauche ou radicales qui se revendiquent comme telles, qui ont un féminisme à géométrie variable sur les questions notamment internationales, en ne soutenant pas effectivement les viols, enfin en ne soutenant pas la commémoration des viols du 7 octobre, qui sont quand même l'un des actes féminicides, si on emploie ce mot, les plus marquants du XXIe siècle, en tout cas en termes de crimes de masse, et qui pour autant ont une bienveillance angélique, voire excessive, à l'égard de sympathisants de causes qui sont islamistes, comme l'a rappelé Joseph, parce que le Hamas, c'est un mouvement qui est islamiste. Et moi, ça me marque beaucoup qu'il y ait aujourd'hui des associations qui soutiennent ce type de mouvement alors qu'ils sont profondément contre les femmes et contre la condition féminine. De la même façon que je trouve toujours assez particulier de voir des associations féministes d'extrême gauche marcher contre la police avec une haine du flic, alors que les policiers sont les premiers à soutenir les femmes lorsqu'elles se font agresser. Je trouve que ce deux poids deux mesures est tout à fait symptomatique de ce que est devenu en fait une partie du féminisme. Et c'est la fin de notre première heure de... Effectivement, il y a un effort militaire. Mais il faut que ce n'est pas aux Français de faire un effort supplémentaire, c'est à l'État de faire un effort supplémentaire. Si l'État dépensait autant, ne serait-ce que l'État français dépensait autant par rapport à son PIB que les autres pays européens, vous savez qu'on est aujourd'hui à 56% de dépenses publiques, si on dépensait comme les autres pays européens ou comme les autres pays de l'OCDE, on serait capable de générer quasiment 200 milliards d'euros d'économies tous les ans. Avec ces 200 milliards d'euros, vous avez largement de quoi financer un effort militaire supplémentaire ou une augmentation des services publics. Pourquoi aujourd'hui on dépense davantage que les autres pays de l'OCDE et pourtant on a des services qui sont publics de moins bonne qualité? Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème aussi, au-delà de la question du financement, c'est que les gens qui aujourd'hui nous expliquent qu'il faut réarmer le pays, qu'il faut passer en économie de guerre, etc., ont contribué à le désarmer et à le couler d'une certaine façon. Comment vous voulez aujourd'hui qu'on fasse une économie de guerre, on relance la complexe militaro-industrielle, un petit peu sur le modèle de ce qu'avait fait Daladier dans la fin des années 30, alors que vous avez les 35 heures, par exemple, ou que certains manifestent encore pour le retour à la retraite à 62 ans, voire à 60 ans. C'est impossible. La première chose qu'a fait Daladier lorsqu'il a commencé à réarmer la France en perspective de la Seconde Guerre mondiale, c'était justement de faire des exemptions dans certains secteurs en termes de temps de travail, passer à augmenter à 40, 42 heures. Si vous ne voulez pas de ça, effectivement, c'est impossible de réarmer le pays parce qu'il faut produire plus et plus vite. Donc, il faut d'abord augmenter la capacité de travail. L'autre point, c'est qu'on a les écologistes, par exemple, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, Marine Tondelier, qu'il faut passer en économie de guerre, mais qui dit à chaque fois que, par exemple, il faut bloquer les projets d'autoroutes, qu'il faut pas d'avions, des avions qui ne sont pas polluants. Vous voulez faire la guerre avec quoi? Avec des cailloux, avec des bouts de bois. C'est ça le problème aujourd'hui que ces gens-là, qui veulent aujourd'hui réindustrialiser le pays et nous passer en économie de guerre, nous ont coulé sur un certain nombre de sujets. Ou par exemple, sans le nucléaire, comment vous voulez réarmer le pays en voulant sortir du nucléaire? Joseph et Maïdi. Un petit mot pour mon ami Mathieu. Rapidement. Merci Juliette. Mathieu, réaction. Oui, non, mais vous l'avez très bien rappelé, en fait, les policiers sont devenus d'une certaine façon les pompiers de tous les problèmes de la société. Et donc en fait, face à cela, il y a une surutilisation des forces de l'ordre depuis les attentats de 2015, avec le contexte sécuritaire de terrorisme, la montée de l'ultraviolence et de l'ensauvagement de la société, avec une multiplication d'actes de barbarie que l'on constate tous les jours dans notre pays, malheureusement. On a la sécurisation des Jeux Olympiques, les émeutes, les gilets jaunes, etc., etc. Et face à cela, ils ont l'impression, et je pense que c'est ça qui explique la colère des policiers, que les politiques, justement, ne répondent pas à leur mal-être et ne répondent pas et ne les défendent pas quand ils sont en danger. Savez-vous qu'aujourd'hui, la police, les policiers, c'est l'un des corps de la fonction publique les plus contrôlés par l'administration avec l'IGPN. Il y a en moyenne 3 enquêtes par jour
contre un policier dans notre pays. Il n'y a pas cet équivalent-là dans d'autres... Et c'est normal, et c'est heureux hein, d'une certaine façon, mais il n'y a pas cet équivalent-là dans les autres fonctions, dans les autres métiers de la fonction publique. À partir de ce moment-là, les policiers, forcément, qui font un métier qui sont très à risque, puisque face à l'ultra-violence, se disent mais pourquoi aujourd'hui les responsables politiques ne prennent pas la mesure de notre situation, ne prennent pas la mesure de notre mal-être, et pourquoi ils ne cherchent pas à nous défendre lorsqu'il y a des décisions de justice qui peuvent aller contre notre intérêt d'une certaine façon. Mais vous dites qu'ils nous ambiancent sur une économie de guerre, mais la réalité, comment vous voulez faire une économie de guerre quand vous avez 3 000 milliards de dettes ? Comment vous voulez faire une économie de guerre lorsque vous avez ruiné le pays, plus 1 000 milliards de dettes depuis 2017 ? C'est ça le problème. De la même façon, comment vous voulez faire une économie de guerre et relancer l'appareil productif industriel français si vous ne mettez pas en place des grandes réformes structurelles sur l'État ? À partir du moment où vous ne faites pas tout cela, c'est impossible de pouvoir passer en économie de guerre. Et c'est ça le problème. Parce qu'ensuite, après, quelles sont les options qui sont posées ? Soit s'endetter auprès des marchés étrangers, mais la France est déjà dépendante à plus de 55% de sa dette est détenue à 55% par des acteurs étrangers. Comment vous êtes souverain sur ce plan-là ? Et soit vous allez faire la poche des Français, mais les Français, depuis 1981 et l'élection de François Mitterrand, se sont appauvris depuis la mondialisation notamment. Donc comment vous voulez faire en sorte que les Français puissent participer à un effort de guerre alors que vous avez coulé le pays depuis 80 ? Allez, que les prisons, c'est véritablement l'endroit de l'impuissance publique aujourd'hui. Et trop de ministres de la Justice ont complètement délaissé l'administration pénitentiaire, avec un chiffre qui est marquant. L'administration pénitentiaire, ça coûte à peu près 4 milliards d'euros. C'est le budget qui a le moins augmenté des moyens de la justice depuis 40 ans, et notamment depuis 1980. Comment c'est possible aujourd'hui que vous puissiez avoir une politique pénale, alors que tout le monde se dit, et qu'il y a un consensus dans la société, de rehausser la politique pénale sur les questions migratoires, sur les questions liées aux multirécidivistes, ou sur les questions liées au narcotrafic. Comment aujourd'hui vous voulez rehausser la politique pénale sans mettre les moyens sur la prison ? Et ce que fait Gérald Darmanin, moi, c'est quelque chose qui est de bon sens, c'est-à-dire de se dire qu'il faut rompre avec cette question de l'impuissance publique et faire ce que l'on dit. Et à partir du moment où on fait ce que l'on dit, même si c'est sur aujourd'hui une amélioration de structures existantes, ça permet d'apporter des premiers niveaux de réponse. Ensuite, après, la question des prisons ne sera pas résolue par M. Darmanin, malheureusement, parce que les problèmes sont beaucoup trop structurants. Et ça serait mentir aux téléspectateurs de dire que l'on va résoudre les questions des prisons en quelques semaines. Ce qu'il faut, c'est véritablement un vrai cap en matière de politique pénale et de politique justement de pénitentiaire, avec construire davantage de places de prison, 20 000, 30 000 places de prison, quitte à ce qu'effectivement ça dérange les gens, ça dérange les élus, mais il faut passer par cela. Et puis 2, ensuite après, vider les prisons des gens qui n'ont rien à faire dans nos prisons.